Vous écoutez les grands entretiens de la FAD, un balado du pôle d'expertise interordre en formation à distance. Les grands entretiens de la FAD rassemblent des personnes praticiennes et chercheuses qui s'intéressent à la formation à distance en enseignement supérieur. Dans cet épisode, nous nous intéressons à l'encadrement des personnes étudiantes en contexte de formation à distance. Je m'appelle Charlotte Lemieux et je suis chargée de projet du volet veille et mobilisation des connaissances au pôle d'expertise interordre en formation à distance. Quand on parle d'encadrement des personnes étudiantes, on entend l'ensemble des tâches qui ne relèvent pas précisément de l'enseignement, mais qui sont complémentaires et absolument essentielles pour assurer, entre autres, le bien-être et la réussite étudiante. L'encadrement implique par exemple d'établir dès le début de la session un contact humain avec les personnes étudiantes, de faire le suivi de leurs apprentissages, d'observer leur niveau de motivation et de poser des actions en vue de favoriser leur engagement et leur réussite. Ces pratiques d'encadrement sont tout particulièrement importantes en contexte de formation à distance, où la motivation et l'engagement, on le sait, peuvent être fragiles. Les personnes enseignantes ou chargées d'encadrement doivent s'assurer de communiquer clairement et régulièrement avec les personnes étudiantes par le biais de canaux faciles à utiliser et accessibles, en plus de se rendre disponibles pour répondre aux questions et aux préoccupations des personnes étudiantes à distance. En bref, l'encadrement en contexte de FAD nécessite un véritable engagement envers les personnes étudiantes et leur réussite. Pour discuter de toutes ces questions, nous recevons Isabelle Rivet, responsable de l'équipe pédagogique du service de pédagogie universitaire et de formation à distance à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Karen Richer, responsable de l'équipe de production numérique au service de pédagogie universitaire et de formation à distance et chargée de cours à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Amanda Émilie Côte-Boudreau, conseillère pédagogique responsable des programmes de formation à distance au Cégep de la Gaspésie et des Îles. Amanda Émilie est également impliquée dans le balado Pédago Grandeur Nature, propulsé par le Cégep de la Gaspésie et des Îles. Et finalement, Michèle Deschênes, professeure en psychopédagogie de l'enseignement professionnel à l'Université du Québec à Rimouski. Donc, ses recherches visent à réduire les inégalités numériques et elle est membre de l'équipe Ancrage qui soutient le développement de la compétence numérique tout au long de la vie. Donc, bonjour à vous quatre. Bonjour Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour. Donc, je vais commencer par vous poser une question un petit peu large. Donc, pour vous, là, c'est quoi les principaux enjeux dans vos milieux en termes d'encadrement des personnes étudiantes en formation à distance? Moi, ce qui me concerne, les plus gros enjeux que j'ai, je dirais que c'est la variété des niveaux de compétences ou de maîtrise de la compétence numérique. J'ai des étudiants qui sont en retour aux études. Pour la majorité, là, c'est des gens qui sont des experts d'un métier, qui souhaitent maintenant l'enseigner, donc ils se font embaucher dans des centres de formation professionnelle pour aller enseigner. Et souvent, à ce moment-là, ils se font dire « Ah oui, il faut que tu ailles faire un bac pendant les 10 prochaines années à temps partiel, probablement. » Donc, on les reçoit chez nous à l'UQAR, où la formation est entièrement à distance et asynchrone. Donc, on les prend là où ils sont avec le niveau de compétences numériques qu'ils ont. Puis, ce qu'il faut faire au terme du premier cours dont je suis responsable, c'est de s'assurer qu'ils vont avoir acquis tout ce qu'il faut pour continuer au sein du programme en formation à distance. Donc, il y a quand même des beaux défis en termes d'ajustement, je dirais de mise à niveau aussi. Là, c'est par exemple, quelqu'un qui a été plombier toute sa vie, ben, il n'a peut-être pas eu l'occasion de faire un travail long sur Word, par exemple, parce que souvent, ils ne sont pas passés par le collégial. Donc, il y a des habiletés peut-être qu'ils auraient pu développer au collégial qu'ils n'ont pas quand ils arrivent. Donc, on essaie de les prendre là où ils sont puis de les amener là où ils vont être capables d'évoluer au sein du programme pour que ça se passe le mieux possible. Donc, assurément, ça, c'est un des enjeux en commençant, parce qu'on en a aussi qui sont plutôt je dirais, pas loin d'experts sur le plan du numérique. Là, par exemple, des gens qui enseignent en secrétariat, en comptabilité, des domaines où ils sont en vente. Donc, c'est des domaines où ils sont plus susceptibles d'utiliser l'ordinateur. Et donc, pour qui, je ne sais pas moi, ouvrir Word, faire un travail dans Excel, là, c'est peut-être moins compliqué que pour d'autres. Donc, essayer que ça soit le fun pour tout le monde aussi, de trouver le juste milieu avec tout ça. Donc, le fait que ce soit des adultes en réorientation ou en deuxième carrière qu'on dit, ben ça fait en sorte que eux-mêmes ont des vies bien remplies, je vous dirais.
Quand on commence le cours, là, je leur demande de se présenter. Puis souvent, je fais juste lire leurs présentations. Puis je suis comme essoufflée, là, parce que c'est du monde qui souvent vont continuer aussi leur profession. Donc, quelqu'un qui est charpentier, par exemple, qui a son entreprise de mécanique, souvent, ils vont continuer parce qu'ils se vont dire, tu pourrais venir donner juste un cours. Puis finalement, ils clignent des yeux puis ils se ramassent à remplacer un collègue qui est absent pour une période indéterminée. Donc, et à tout ça, on ajoute le retour aux études. Donc, je dirais que la variété des parcours, des compétences qui y arrivent, là, ça fait pas mal le tour des plus grands défis qu'on a. Ouais. J'ai envie de réagir justement à ce que dit Michel. Oui, absolument. Puis, tu sais, j'ai l'impression que les personnes étudiantes qui arrivent sur les bancs de l'université, qui arrivent du cégep, des fois qui n'ont pas de cégep, que c'est un retour aux études, effectivement, il peut y avoir différents défis. Je dirais que dans un contexte de formation à distance, là, plus spécifiquement, il y a le fait donc que les personnes étudiantes sont pas physiquement dans un campus. Il y a peut-être un diagnostic qui est plus long à venir pour bien cerner qui sont ces personnes étudiantes-là, c'est quoi leur profil, puis et donc comment on va adapter nos pratiques à ces différentes personnes-là. Euh, Tu sais, l'enseignement en présence, on le sait, hein, il y a des différents moments formels, informels. Donc, ça nous permet de réagir à certains signaux, des fois, qui est drôlement important pour ajuster nos pratiques. Donc, dans un contexte de formation à distance, des fois, il faut peut-être trouver des alternatives pour être un petit peu plus à l'affût ou aller je dirais, sonder qui sont les personnes étudiantes. Fait que, tu sais, on parle d'enjeux, ben, je dirais les connaître. Et ensuite, ben, adapter les pratiques, donc faire, je dirais, preuve de créativité et là, je vais vraiment parler de bienveillance dans cette forme de présence-là, mais je ne l'ai pas inventé, là, je l'emprunte du professeur Jean-Marc Nollat qui parle de présence bienveillante en formation à distance, ce qui demande finalement une très grande générosité, puis une écoute, puis de la curiosité, je dirais, pour les étudiants aussi. Fait que, ouais, je dirais connaître l'effectif étudiant, c'est peut-être c'est un enjeu / un levier pour améliorer les pratiques. C'est un peu la même chose pour chez nous, là, comme mes collègues Isabelle puis Michel le disent. Nous aussi au Cégep, on a cette diversité de la clientèle étudiante qui arrive surtout dans nos programmes qui vont être des programmes techniques, par exemple, donc une deuxième carrière, une deuxième vie. Donc là, de temps en temps, on a une clientèle étudiante de 16, 17, un petit peu 18 qui va nous sortir du secondaire. Puis, avec des retours aux études, bien, qui, eux, parfois vont avoir l'âge qu'ils auront avec une famille, un autre emploi. Donc, ça, de jongler dans cette carrière étudiante-là, dans l'emploi étudiant, c'est pas facile. Je reprends les mots de Michel pour dire aussi la compétence numérique reste que ça reste un de nos grands enjeux. Puis à ça, j'apporterais aussi parfois les environnements numériques d'apprentissage sont aussi, on essaie parfois de faire rentrer un carré dans un cercle, un peu comme le jeu des enfants. Donc nous, on sait qu'est-ce qu'on veut faire en tant qu'enseignant ou en tant que collège, mais pour ma part. Là. Puis là, nous, c'est carré, mais là, on essaie de le faire rentrer dans notre environnement numérique qui, lui, est rond, pour offrir de la synchrone, pour offrir un environnement engageant, pour offrir des discussions, un forum. Puis, ben, des fois, tout ça fonctionne pas. Donc, ouais, la clientèle, puis l'environnement numérique d'apprentissage qui recoupe la compétence numérique dont on parlait plus tôt. J'ajouterais peut-être aussi la taille des groupes. On a vécu un phénomène dans les dernières années en offrant de la formation asynchrone où on s'est retrouvé avec des groupes, je vais dire typiquement à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, des groupes de 40-50 étudiants, c'est régulier, mais là, en asynchrone, on pouvait retrouver des groupes de 150, 180, 200 étudiants. Fait que quand Isabelle parlait de moduler nos pratiques, s'assurer de développer des pratiques différentes en encadrement, on vit un peu au gré de la formation à distance, nous permet de sortir de nos territoires d'attache, d'aller chercher des étudiants qui sont intéressés par des sujets spécifiques qu'on enseigne à l'UQAT. Notamment, je vais donner des exemples où, bien sûr, en environnement minier, on est des précurseurs au Québec, on a des étudiants qui viennent pour ça. Donc, la taille des groupes a vraiment influencé nos pratiques, les pratiques de nos professeurs et chargés de cours, puis le lien qu'on est capable de développer avec des étudiants aussi.
C'est intéressant, ça, la question de à la fois la taille des groupes et l'hétérogénéité des classes, là. Surtout dans le contexte de l'encadrement des personnes étudiantes. Comment on fait pour avoir une manière d'encadrer qui est à la fois cohérente, mais en même temps adaptée aux besoins de chaque personne étudiante, puis à toutes les différentes modalités d'enseignement que vous avez évoquées. Je trouve ça intéressant aussi, Karine, comment t'apportes. On reste que Karine et moi, on est pas mal les deux extrémités du Québec présentement. Oui. Je trouve ça drôle de voir qu'on a un peu la même réalité, tu sais, de dire, la FAD nous a quand même permis de s'accrocher une clientèle intéressante, mais reste que ça apporte son lot de défis. Mais je trouve ça le fun de le voir, ça. Oui, puis comme tu dis, Amanda, aussi, des étudiants qu'on ne connaissait pas nécessairement, parce que bien sûr, on connaît la réalité de nos territoires. Puis là, ben, c'est sûr que un étudiant qui habite sur l'île de Montréal, il n'y a pas la même réalité qu'un étudiant qui habite à Rouyn-Noranda. Fait que ça nous apporte des défis en enseignement qui nous sortent un peu de notre zone de confort, qui nous amènent des défis différents. Puis quand Isabelle disait connaître nos étudiants, pour nous, c'est super important connaître nos étudiants, mais on a quand même eu un grand pas à faire pour mieux connaître qui vient à l'UQAT maintenant avec la formation à distance. J'ajouterais aussi que pour les connaître, il faut connaître leurs besoins. Puis moi, un des constats que j'ai fait dans les dernières années, c'est que il y a quand même des éléments avec les étudiants qui sont assez stables. Tu sais, que j'ai pas de grandes surprises chaque session, mais j'ai l'impression que les besoins changent vraiment beaucoup de cohorte en cohorte. Donc, nous, quand on commence, là, on parlait de taille de groupe, nous, on a à peu près entre 130 et 145 étudiants par session, à l'hiver et à l'automne, puis à peu près 80 l'été. Puis chaque fois, je suis comme étonnée de voir à quel point les besoins sont différents, la variété des besoins est grande. Fait que, tu sais, des fois, on fait comme s'asseoir sur le fait qu'on sait de quoi ils ont besoin, on va leur offrir ça, mais finalement, si on ne re-questionne pas ces besoins-là, je pense que on peut passer à côté de certains besoins que les étudiants peuvent avoir. Oui, puis à passer à côté aussi de l'occasion de créer un lien, tu sais, parce qu'on veut les comprendre de façon systémique, mais c'est correct aussi de revenir à chaque individu puis de comprendre c'est qui un tel qui est justement sur l'île de Montréal, puis l'autre qui suit un cours à partir de cette île, puis tu sais, justement, dans la distance, le fait de pas, parce que des fois, s'il n'y a pas de moment synchrone et qu'on est vraiment dans un mode asynchrone, le fait de les connaître après ça, sans nécessairement passer la barrière de plonger dans le personnel puis l'intime, là, je comprends que on reste dans un cadre qui est pédagogique, un cadre d'apprentissage, mais demeure que de briser la glace, de s'intéresser, d'être curieux, de faire des liens entre les personnes, ça nourrit, en tout cas, certainement un sentiment d'appartenance, une cohésion de groupe quand il y a des conditions qui nous prédisposaient pas tant que ça, finalement, à créer ces liens-là. Là. Ça m'amène aussi à penser que dans les défis dont on parle, les enjeux, là, il y a aussi le fait que parmi les étudiants, ben, j'en ai qui sont là par choix, parce que c'est la formule qui leur convient le mieux. Puis j'en ai qui sont là parce que c'est la seule option possible pour eux. Parce que le programme dans lequel j'enseigne est offert dans 5 universités. Puis chaque université a sa particularité pour répondre justement à une variété de besoins de personnes en emploi déjà. Donc, si j'ai des étudiants qui sont en Gaspésie, par exemple, c'est la seule option. Ils ne peuvent pas se déplacer toutes les semaines pour venir faire un cours à l'UQAR, à Rimouski. Puis il y en a que c'est parce qu'ils enseignent au moment où les autres cours sont offerts. Donc, des gens, par exemple, à Montréal, qui pourraient faire le cours dans une autre université, mais que les cours sont offerts de soir, mais eux, ils enseignent de soir. Donc, il y en a qui sont là par choix, puis il y en a qui sont là parce qu'ils n'ont pas le choix. Et ça aussi, ça fait une grande différence sur l'intérêt, la motivation, l'engagement peut-être même. Là. Absolument, Michel. Ça me parle ce que tu dis, puis on le vit beaucoup, là. Conciliation, travail, famille, études. On le voit, il y a une grosse pression aussi sur certains de nos étudiants par rapport au marché du travail, le nombre d'heures à consacrer, le nombre d'heures disponibles pour les études, même si l'étudiant voulait le prioriser.
c'est pas toujours son choix. Puis ça vient jouer aussi dans les outils qu'on va développer, les pratiques, la relation qu'on veut mettre en place. C'est pas toujours le choix non plus de l'étudiant de prioriser ou pas son projet d'études. De là, je pense, mesdames, l'importance de la transparence quand on explique un programme, que l'étudiant sache c'est à distance, il y a de l'asynchrone, il y a du synchrone. On est capable de dire il y a tant d'heures en asynchrone ou en synchrone dans la semaine, tu as une semaine en présence. C'est ça, être transparent selon ce que l'étudiant va avoir à vivre, surtout s'il a à le vivre pour 3 ans ou pour, on ne sait pas le nombre d'années, là, mais ouais. Avant d'être à l'UQAR, j'étais dans un collège où j'enseignais en ligne à des étudiants qui faisaient un programme, souvent pendant qu'ils travaillaient à temps plein dans leur emploi standard. Puis on offrait le cours de soir. Puis il y en a beaucoup qui commençaient le programme en disant, c'est parfait, ça me permet de garder mon emploi, donc c'est optimal. Je disais, mais en même temps, tu sais, je comprends que tu ne vas pas à l'école pendant que tu travailles. Mais à un moment donné, ça ne marchera plus. Tu sais, ça te prend du temps pour assimiler un peu ce qui vient de se passer dans ton cours, préparer les travaux, faire ce que tu as à faire, réfléchir à ce que tu as appris. Mais là, il n'y en a plus de moment. Puis, tu sais, souvent, ils commencent en disant oui, oui, je vais être capable. Puis après quelques semaines, là, c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. Moi, je pourrais pas le faire. J'enseignais 2 soirs sur la semaine au complet. Puis, tu sais, je me disais les autres soirs, pendant que moi, je faisais d'autres choses, eux, ils étaient quand même en train de faire d'autres cours. Là. Fait que c'est quand même très exigeant de mener tout ça de front en même temps, surtout pour ceux qui ont des familles, des responsabilités. Je suis pas en train de dire que les étudiants plus jeunes n'ont pas de responsabilités. Là, on sait qu'ils sont très, très nombreux à travailler, mais quand tu as une famille de 3 enfants qui dépendent un peu de, de toi, mais c'est sûr que les enjeux sont plus grands peut-être. Oui, puis ça, est-ce que c'est quelque chose pas qui se règle, mais est-ce que il y a une part de la solution qui est dans les séances d'information qu'on voit assez régulièrement, mais est-ce que les futurs étudiants s'y présentent? C'est une bonne question, Charlotte. Cette année, on a changé ici à l'UQAT toute la façon d'aborder le mode de formation dans nos séances d'information parce que, comme Amanda dit, ça part de là. Si on ne vend pas le bon projet, puis je dis vend, mais si on ne présente pas le bon projet à l'étudiant, ça lui amène des frustrations, des défis supplémentaires. Puis après, on peut avoir un prof, un chargé de cours super bien préparé, mais l'étudiant, c'est pas à ça qu'il s'attend. Et ça va créer vraiment de la difficulté à mettre sur pied la relation. Puis on l'a vu, là, la nécessité de donner plus d'informations, de mieux présenter ça. Puis, on a même fait dans nos séances d'accueil qui sont synchrones, des segments qui sont asynchrones, qu'on retourne aux étudiants qui ont assisté à nos séances d'accueil. On leur retourne, on leur demande, on veut être certain avant qu'ils déposent une demande d'admission qu'ils ont bien compris le projet parce que on l'a vu, je dirais, principalement dans les 2 dernières années, mais ça retombe sur la personne qui encadre, ça retombe sur le prof, le chargé de cours qui a à prendre ça sur lui. Puis souvent, il ne sait pas comment on a présenté le projet. Et ça, c'est hyper important. L'uniformité des informations est vraiment importante lorsqu'on les donne à l'étudiant là, pour que tout le monde ait le même discours, pour que ce que l'étudiant entende, ce soit la même chose. Fait que quand il arrive dans ses cours, ben il y a un petit peu moins de surprise, en tout cas. Ouais, puis ça permet aussi de, tu sais, je vais parler d'approche programme, mais l'approche programme en formation à distance, c'est drôlement. Oui, puis Amanda, je te vois réagir, là, oui. Ça te parle? Ah oui. Ben, parce que là, on parle des informations qui permettent à l'étudiant de comprendre il s'embarque dans quel projet d'études puis dans quelle modalité, mais après ça, entre les personnes enseignantes, tuteurs, tutrices, le cas échéant, comment on parle du cours, comment on conçoit le cours, mais comment on conçoit le cours dans son programme puis dans sa progression jusqu'au profil de sortie, je pense que c'est hyper important. Puis, tu sais, on parle là d'encadrement. Bien sûr que ça se peut que la façon d'encadrer, d'accompagner les personnes étudiantes en formation à distance, les pratiques divergent d'une personne à l'autre. Mais il me semble tout de même que pour un même programme ou des fois même un même cours qui est encadré par différentes personnes tutrices pour le même cours, donc cette
cette cohérence-là dans la façon dont on fait les choses. Puis là, j'ai pas dit de devenir tout le monde la même personne. On peut garder sa couleur puis son unicité dans la façon dont on encadre, mais où on se donne des bonnes pratiques basées sur le fait que, ben, force est d'admettre que ça soutient la réussite. Ben, faisons-le, tu sais. Fait que oui, au-delà, il y a l'information qui est donnée dès le départ, mais après ça, comment au fur et à mesure qu'on avance dans ce programme-là, les gens avec qui on parle, qui sont souvent les personnes qui enseignent, mais pas que. Dans les départements, il y a d'autres personnes qui ne sont pas des personnes enseignantes. Fait que c'est même au niveau départemental, au niveau institutionnel, est-ce qu'on a un langage commun pour parler de nos programmes? À savoir, les modes de formation, est-ce qu'on les conçoit de la même façon? Et est-ce qu'on les a bien identifiés pour chacun des programmes et est-ce qu'on en parle de la même façon? L'idée d'aborder l'approche programme, ça me parle beaucoup. Comme je vous disais, j'ai enseigné au collégial aussi, puis souvent, je me plais à dire que l'université a un peu à apprendre quand même de l'approche programme au collégial, là. Je trouve que c'est ça, il y a une belle approche programme au collégial qu'on retrouve parfois à l'université. Je ne dis pas qu'elle n'est pas là, mais des fois, on pourra aller voir un peu plus ce qui se fait au niveau du collégial. Puis moi, ce que je trouve complexe, parce qu'on parlait d'enjeux, c'est que, je vous ai dit tantôt, mes étudiants sont souvent à temps partiel parce qu'ils ont plein de responsabilités à travers ça. Donc, je m'ennuie un peu du temps où je pouvais m'installer avec mes collègues proches puis dire, bon, ben, on est 4 profs à enseigner en même temps. Comment on va gérer les remises, les travaux? Est-ce qu'on peut jumeler des travaux? Ça, je faisais ça au collégial. J'avais beaucoup de plaisir à faire ça. Maintenant, mes étudiants, souvent, ils font que mon cours. Fait que là, c'est difficile de concilier ça avec d'autres cours, d'autres ressources enseignantes. Mais ce qu'ils font dans mon cours, c'est de planifier leur cheminement pour les 3 prochaines années. Soyons réalistes, là, parce qu'après ça, on sait que tout ça est appelé à changer. Mais ils ont à partir de ce que la direction de module, la direction du programme dit dans une vidéo pour présenter le programme. Ce que les personnes qui s'occupent des stages vont dire, ce que les personnes qui s'occupent de la reconnaissance des acquis disciplinaires vont dire, ce que les conseillères en cheminement, parce qu'on a la chance d'avoir 2 conseillers en cheminement qui sont vraiment exceptionnels. Donc, tout ce monde-là a été concerté avec les chargés de cours, avec les professeurs responsables des cours suivants, ce qui fait que malgré le fait qu'on n'ait pas la possibilité de partager des évaluations durant une même session, par exemple, mais on a au moins la chance de s'assurer qu'on a le même discours. On a fait un site qui regroupe toutes les informations, donc on envoie tout le monde à la même place pour être certain que tout le monde a le même vocabulaire. Puis dès qu'on ne sait pas la réponse, là, parce que moi, je suis pour vrai, là, ils ont tous des parcours différents. Puis là, quand ils me disent, moi, quand je vais faire tel cours, est-ce que tel autre cours pourrait m'être reconnu? Puis j'envoie ça aux conseillers en cheminement qui sont les personnes de première ligne, finalement, qui peuvent répondre à toutes ces questions-là. Et dans le premier cours, comme on a plusieurs groupes souvent, là, parce qu'à 150 étudiants, c'est pas tout moi qui donne les cours tout le temps, mais on a quand même décidé d'avoir une approche relativement harmonisée. Donc, chaque session, je prépare le cours, le contenu, les évaluations, les dates de remise, puis je remets ça aux personnes qui vont donner les cours, que je donne le cours ou pas. Puis ça, c'est la base. Après ça, ils vont donner leur couleur, ils vont intervenir, ils vont faire de l'encadrement, ils vont choisir comment ils interviennent. Mais on s'assure au moins que tout le monde a eu le même message en commençant. Ça ne dit pas que tout le monde a compris le même message, c'est les principes de communication, mais au moins on s'assure qu'on ne passe pas à côté de quelque chose puis que les étudiants ne manquent pas d'informations sur un sujet en particulier. Fait que tout le monde part au moins de la même base. Un des gros enjeux, je pense aussi en fait, puis qui regroupe peut-être ce qu'on vient de tout dire, c'est l'autonomie. Tu sais, l'étudiant, son autonomie reste que c'est un enjeu. Mais je pense qu'en tant qu'institution d'enseignement, il faut qu'on lui offre des moments, et c'est un peu ce que Michel vient de nommer, pour se rendre autonome. Tu sais, des outils, des techniques pour qu'il puisse le faire tout seul. L'équipe enseignante, l'équipe institution reste derrière, mais offrons-lui ces moments-là pour qu'il puisse augmenter son autonomie, puis puisse que sa motivation redevienne intrinsèque un peu, puis qu'il se sent... un pouvoir d'empouvoirment, d'empouvoirment sur sa propre destinée scolaire. Là. J'adore le mot empouvoirment. Je trouve ça je l'aime beaucoup. Ben oui, puis pour susciter de l'empouvoirment chez les personnes étudiantes, c'est ça, tu sais, ils développer leur autonomie, mais en même temps, ça se fera pas tout seul. Le pédagogue ou la pédagogue a en tête
de générer des opportunités ou de saisir des opportunités pour que la personne apprenante la développe son autonomie. Fait qu'il y a vraiment un geste professionnel à poser. En d'autres termes, ça se fera pas tout seul. Et puis, le fait d'avoir que ce soit des devis de travaux, des consignes, vous avez parlé de messages d'accueil, donc tout ce qui peut soutenir à la fois la motivation, la méthodologie, des consignes claires, c'est autant d'occasions à saisir pour que la personne étudiante à l'autre bout, elle ait tous les moyens pour se mettre en action. Donc, c'est ça, c'est une valse de tous les instants. Mm. Ouais, c'est quasiment... c'est presque plus lourd finalement que de préparer un cours, le contenu d'un cours. Toutes les pratiques d'encadrement, c'est... En fait, tu sais, puis j'ai eu la chance j'ai enseigné au secondaire pendant une dizaine d'années, puis j'ai eu la chance de faire quelques charges de cours également, mais d'être tutrice, donc de vivre l'expérience d'encadrer des personnes étudiantes à partir d'un cours qui avait été imaginé, scénarisé par une autre personne. Puis, j'ai pas trouvé ça lourd. En fait, au contraire, je dirais que, déjà, oui, les contenus, ils étaient enregistrés, c'était dans un contexte d'un cours qui est asynchrone. Donc, déjà, la structure était faite. Fait que c'est vrai qu'il y avait cette portion-là que j'avais pas à faire. Mais disons que ça me libérait quand même du temps pour être très à l'affût de qui sont justement les étudiants, puis qu'est-ce que je peux faire justement pour être disponible, mais disponible puis efficiente aussi, parce que répondre à 60 étudiants qui ont la même question, c'est pas étudiant, mais comprendre que s'il y en a plusieurs qui ont posé la question, c'est que c'est peut-être un besoin de tout le monde. Ben, qu'est-ce que je vais faire pour prévoir les coûts puis être plus anticipé que d'être toujours en réaction pour essayer de rectifier une perception erronée ou quelque chose qui aurait été mal compris. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant de le vivre aussi, cet encadrement-là, quand on a été aussi de l'autre côté, la personne qui scénarise le cours puis qui... de vivre comme les deux aspects séparément. Ouais, puis moi, c'est arrivé dans un moment où je venais de quitter l'enseignement au secondaire. J'arrivais à l'UQAT à ce moment-là comme conseillère pédagogique. Donc, c'était pas dans le cadre de mes fonctions de conseillère pédagogique, mais j'ai trouvé que ça servait drôlement bien mon nouveau rôle pour lequel j'étais dans une courbe d'apprentissage. Michel? Sur la question de la lourdeur, là, est-ce que c'est plus lourd d'enseigner à distance? Moi, j'ai enseigné en présence, j'ai enseigné à distance synchrone puis à distance asynchrone. Puis je dirais pas que c'est la lourdeur, mais c'est la préparation pour être certain que tout va être bien compris au bout du compte. Parce qu'en classe, là, tu commences une activité, puis là, tu vois 2, 3 personnes avoir des faces un peu, là, qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on fait ça? Il y a toujours, tu sais, moi, chaque année, là, j'avais dans ma classe tout le temps 2, 3 personnes que je savais que si je les regardais, j'aurais un bon pouls de ce qui se passe dans la classe. Tu sais, c'est des gens très expressifs. Fait que là, j'étais capable de réagir à ça. Puis, tu sais, parfois de dire, je vais mieux vous expliquer pourquoi on fait ça. Puis des fois, c'était, hey, c'était peut-être pas ça la bonne activité. J'ai-tu une idée? Hey, je me reviens sur une scène, on fait d'autres choses, je le présente autrement, je suis capable de réagir. Là, je leur donne quelque chose, puis j'espère que de l'autre côté, ça va fonctionner. On n'a plus de réaction observable. On n'a plus de réaction observable. C'est sûr qu'il y a des moyens de contourner ça. Tu sais, moi, je fais des questionnaires à la fin de chacun de mes modules pour voir leur niveau d'engagement sur le plan, s'ils ont trouvé ça utile, s'ils pensent que ça va les aider dans leur cheminement, s'ils pensent que ça va les aider dans leur emploi. Tu sais, j'ai un paquet d'outils différents, mais il n'y a rien comme d'avoir la face de quelqu'un à qui tu parles, qui réagit en temps réel, puis pour lequel tu peux toi-même rétroagir puis faire une meilleure intervention. Fait que je trouve que c'est ça la grosse différence sur la préparation que ça exige. Puis là, à un moment donné, je me disais, bon, après une session, je vais avoir vu tous les cas possibles. Tu sais, la première session, j'ai donné le cours aux 3 groupes. J'avais plus de 100 étudiants, 100 étudiants, ça allait très bien. Mais finalement, ben non, il y a l'autre session, autre étudiant, autre question. Fait que c'est ça, ça demande plus de travail en amont, je trouve, mais finalement, il y a quand même beaucoup de choses qui sont réinvestissables aussi, là, d'une fois à l'autre qu'on peut bonifier. Puis, fait que c'est pas perdu, mais c'est quand même du boulot. Moi, je me suis rendu compte que l'informel dans le présentiel, j'arrive dans ma classe,
20 minutes avant, j'accueille mes étudiants, ils me parlent, ils se parlent entre eux. Il y a beaucoup d'informations dans ce moment-là. La pause, ils sortent dans le corridor, ils se posent des questions entre eux, ils me posent des questions à moi. Après la classe. Puis, je me suis dit, le défi, là, quand je t'entends, Michel, je me dis, c'est tellement ça, c'est de transposer cet informel-là avant la pause, après, en pratique qu'on a prévu, qu'on a ancré, qu'on répète, parce qu'on les connaît, les comportements des étudiants, mais on les gère beaucoup dans une façon très humaine, très au regard de ce qu'ils se posent. Puis aussi, moi, je me suis rendu compte que les étudiants entre eux, au début du cours, à la pause, ils se posent beaucoup de questions. Puis c'est moins engageant de poser une question à la pause à la personne assise à côté de toi que d'aller sur le forum puis de poser une question que tout le groupe que tu connais pas va voir. Fait que ça, là, cette portion-là en présentiel, moi, je me suis pas rendu compte au départ, quand j'enseignais asynchrone ou quand j'étais dans la conception des cours, que on devait le recréer. On devait trouver des mécanismes pour le recréer, le mettre en œuvre au bon moment, aux bonnes personnes, de la bonne façon, parce qu'on ne va pas réutiliser les mêmes mots. Fait que je pensais à ça, Michel, quand tu le décrivais, je me disais, c'est tellement ça qu'on vit. Donc, c'est comme si on sait très bien qu'est-ce qu'il faut faire, mais là, il faut le transposer dans un autre mode de formation avec aucune rétroaction des étudiants visuels ou dans le non-verbal. Ah, c'est vraiment difficile. Puis toute la partie validation aussi, là. Toi, tu commencé ce travail-là? Toi, t'es rendu où, mettons? T'as-tu bientôt terminé? T'as combien de pages dans ton document? Tu sais, toutes ces petites questions-là que je posais quand j'étais moi-même étudiante, là, tu sais, juste pour voir. Tu as un niveau qui est à peu près acceptable. Si tout le monde fait à peu près la même chose, on devrait être correct. Alors que, tu sais, j'aurais pu aussi demander au professeur si j'étais sur la bonne voie. C'est pas ça que je faisais. Je préférais demander à mes collègues, c'était moins gênant. Mais là, c'est vrai qu'ils n'ont plus beaucoup l'occasion de le faire. Puis quand ils le font, souvent, ben, c'est ça, c'est à découvert là, sur le forum. Puis c'est vrai que c'est différent pour eux aussi, là. Mais c'est intéressant, moi, ça m'amène à... Parce que Isabelle, tu parlais tout à l'heure de la distinction entre les deux types de tâches, que tu as déjà occupé un poste de tutrice. Puis là, ce que j'entends de la part de Michel, Karen, c'est que en présentiel, vous avez l'occasion comme enseignante d'observer des comportements qui vous amènent à mettre en place des pratiques d'encadrement. En formation à distance, il y a plein de signaux qu'on perd. Est-ce que le fait de séparer l'encadrement puis l'enseignement, ça rend l'encadrement encore plus difficile parce qu'on n'est pas comme enseignant, enseignante. On est moins connecté à nos étudiants peut-être si c'est pas nous qui assurons la tâche d'encadrement. Ben, en fait, puis l'exemple que je donnais, c'est vraiment dans un contexte de formation à distance asynchrone. Donc, même pour la personne qui a scénarisé, enregistré, piloté le cours, ben cette personne-là, dans le fond, elle a fait ça dans un autre espace-temps, ce qui fait que les personnes étudiantes, ils sont en contact avec la personne qui a finalement enregistré le cours de façon asynchrone aussi. Donc, les personnes tuteurs, tutrices sont vraiment la personne répondante là, pour les étudiants. En fait, tu sais, ce que ça a nécessité, c'est une présence accrue je dirais, qui est quotidienne dans le sens où même si on pense qu'il y a des grands jalons sur 15 semaines de cours, par exemple, où on dit, bon, ben au cours 1, puis là, après ça, avant l'examen, puis après ça, donc, bon, on peut s'imaginer, là, il y a des moments clés, ben la présence du tuteur, tutrice devrait dépasser ces moments-là. Donc, oui, dans des moments charnières de la session, mais aussi dans des moments informels où on prend des nouvelles, où on s'intéresse, où on tente de nourrir un forum. Tu sais, tantôt, Karen, tu parlais du forum. Ben, mettre en place un outil comme un forum dans l'environnement numérique d'apprentissage, c'est le fun, mais si on ne le nourrit pas, puis qu'on n'est pas très présent nous-mêmes comme encadreurs, en bon français, la mayonnaise, elle pognera peut-être pas, là. Donc,
Puis au début de notre entretien, je parlais une présence bienveillante dans la distance. Ben encore là, c'est de les saisir, ces moments-là, ou de les provoquer, en fait. Puis, il n'y a rien qui empêche d'ajouter quelques moments synchrones si on est dans une formule asynchrone pour que tout de même, il y ait des moments où on échange dans le même espace-temps. Après ça, la limite de ça, c'est que si on additionne plein de rencontres synchrones, bien là, pour les personnes étudiantes qui, elles, se sont inscrites dans ce cours-là parce que, justement, conciliation travail-famille, puis que dans leur vie, c'est vraiment le mode qu'ils ont choisi parce que ça leur permet de poursuivre un projet d'études. Bien là, la surabondance de synchrone à travers ça, on est peut-être en train de changer le mode. Donc, il y a vraiment une réflexion dans le bon dosage qui permet de garder la relation, mais qui ne dénature pas le mode d'enseignement non plus, là. Dans une relation pédagogique positive aussi, il y a plusieurs strates dans ça. Dans le rôle d'un enseignant, là c'est sûr que quand on le divise comme ça avec une formation en asynchrone qui a, mettons, été scénarisée par une personne A puis qui est donnée par une personne B, bien là, clairement, les chapeaux sont plus clairs. On s'entend que la relation pédagogique se fera peut-être plus avec la personne B qui, elle, interagit par courriel avec l'étudiant. Mais sous un chapeau rôle enseignant, il y a différentes tâches et que ce soit les routines de tout à l'heure que Karine parlait, parce qu'on parle de routine même en poste secondaire. Là. OK, on va éliminer tous les tabous. Là. Dire bonjour aux étudiants qui entrent dans ta classe, ça fait partie d'une routine. Si tu les attends à la porte, ça aussi. T'sais. Fait que dans le rôle d'enseignant, il y a la routine, il y a la préparation, il y a l'encadrement, il y a l'encouragement. Mais tout ça, ce sont des tâches enseignantes. Que tu sois en synchrone, que tu sois en asynchrone, que tu sois de la maison dans un local Zoom, tout ça fait partie de la tâche enseignant. Puis c'est ça, je pense, qui va venir ramasser c'est ça, là, la relation positive et donc par le fait même, là, on fait des raccourcis mentaux, mais et donc par le fait même la motivation et donc par le fait même la réussite. Là, je sais qu'il me manque des étapes, là, mais je fais juste un petit cercle vertueux rapide ici. Là. Mais... moi, j'adore ton cercle vertueux, Amanda, puis t'as raison de dire que ça prend des routines, puis ça c'est... En fait, c'est que peu importe le mode d'enseignement, il faut avoir envie d'être là. Il faut avoir envie d'être là. Il faut le faire pour les bonnes raisons. Puis, on parle des fois les 3 temps pédagogiques, là, ben, dans un 3e temps, se demander qu'est-ce que je ferais donc qui aiderait ou qui soutiendrait davantage? Hey, ça se peut-tu qu'un courriel fleuve une fois par semaine, c'était pas ça la bonne approche? Puis que peut-être que si j'avais une petite capsule de 30 secondes qui dit bonjour, on est rendu à la semaine 2, j'espère que vous allez bien. Rappelez-vous pour communiquer avec moi, ceci, cela. Donc, essayer de penser un peu en dehors de la boîte pour soutenir davantage. Puis, tu sais, à l'UQAT, on aime bien parler des fonctions tutorales pour un peu déboulonner le mythe d'un tuteur, c'est un correcteur. Bien, chez nous, le tuteur, la tutrice, c'est pas un correcteur. D'accord, la personne va corriger, mais ça fait partie d'une des nombreuses tâches d'encadrer, entre autres. Mais ça va plus loin que ça. Puis là, ça a l'air bien banal là, de m'attaquer aux mots, mais c'est parce que dans la façon dont on va nommer la personne qui encadre, si on parle de correcteur, je trouve ça bien réducteur. Puis ça en tout cas, ça perpétue peut-être l'idée que le cours il est déjà fait, il est enregistré, on corrige et c'est tout, alors que c'est tellement pas ça. Non, parce qu'Isabelle, un correcteur, la personne pourrait ne jamais avoir vu la classe, l'étudiant, le cours et être tout de même capable de corriger quelque chose. Je suis capable de corriger un travail d'art plastique de 4e année du primaire si ça me tente parce que j'ai une bonne grille d'évaluation, une grille de critériés qui fait du sens. Donc, la correction, ce n'est qu'une petite tâche dans le rôle d'un enseignant. Là. Exact. Ouais, grande tâche selon tes groupes, là, mais ça fait partie. À l'UQAC, on n'a pas de rôle de tuteur, là. C'est pas dans la convention, il n'y a pas ça. Mais toutefois, ce qu'on fait, justement, dans le premier cours, là, je vous ai dit que c'était comme harmonisé, là, mais
quand je l'ai préparé, je suis partie de ce que les chargés de cours faisaient avant. On s'est rencontrés, on a regardé ce qui fonctionnait bien, ce qui fonctionnait moins bien. On a regardé les enjeux sur le programme au complet. C'est quoi les défis que les étudiants rencontrent après, puis qu'on pourrait peut-être essayer de mieux régler en commençant. Donc, tantôt, je disais, même si c'est pas moi qui donne le cours, il y a des personnes qui sont chargées de le faire. Mais il reste que, au début de la session, on se concerte pour voir s'il y a des enjeux à régler. Au fil de la session, on s'écrit. Hey, comment ça va la correction? J'en ai une qui a donné le cours pour la première fois cet été, puis elle disait, OK, les notes du premier, ça se situe où d'habitude, juste pour voir si je suis à peu près correct dans ce que je regarde. Est-ce que je regarde la bonne chose à partir d'une grille qui est faite, qui a été mise à l'épreuve plusieurs sessions, qui a été bonifiée par les personnes chargées de cours qui m'écrivaient pour me dire, il me semble que je mettrais plus de points là-dessus, moi, parce que je trouve que c'est ça qu'il faut régler. Puis, OK, d'abord, on met plus de points là-dessus, on réévalue, puis la session d'après, là, je suis pas en train de vous dire que je change mes grilles de correction en plein milieu de la session, soyez rassurés. Mais c'est ça. Fait il y a tout le matériel qui est fait en concertation, qui est bonifié aussi. Parfois, ils me disent, j'ai trouvé telle ressource à la place, est-ce qu'on pourrait mettre ça? Oui, c'est bien mieux, tant mieux. Puis, il y a une chose, par exemple, que je laisse complètement dans leur cours, c'est les vidéos. Parce que je veux pas que ça soit ma face, pas que ça me dérange que ça soit ma face, mais c'est surtout que c'est pas avec moi qu'ils parlent quand ils font leur message sur le forum, parce qu'il y a des moments où ils sont appelés à écrire sur le forum et des moments où nous, on répond à tous les messages sur le forum. Puis surtout quand les 120 sont en même cours, là, c'est sportif. Ils sont dans le même environnement Moodle, car c'est moi qui donne le cours à plusieurs groupes. Mais ça fait en sorte que chaque personne a une réponse. Puis souvent, je me le fais dire, tu réponds à tous les messages. Ben oui. Toi, tu as pris le temps de l'écrire, ce message-là. Je vais donc prendre le temps d'y répondre. C'est la moindre des choses. Puis ça fait aussi que quand on se revoit à la fin de la session avec les personnes chargées de cours, ben, on est capable de le bonifier pour la session d'après. Fait que, même si c'est pas moi qui donne le cours, j'ai quand même une bonne idée de ce qui s'est passé. Fait que les espèces de fonctions tutorales, finalement, là, je dirais que c'est réparti autrement avec des chargés de cours puis la personne responsable du cours. Mais il y a quand même une belle concertation qui fait que on essaie de s'améliorer chaque session, idéalement. Cher auditoire, comme vous avez pu le constater, la discussion entre nos invités concernant l'encadrement des personnes étudiantes en FAD est riche et stimulante. Nous avons donc souhaité la poursuivre un peu plus longtemps pour aborder de nouvelles questions, notamment l'utilisation de l'intelligence artificielle pour l'encadrement, mais aussi l'encadrement de l'IA en contexte éducatif à distance. Nous vous invitons à surveiller la diffusion de cette seconde partie de notre entretien. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous dis à bientôt pour la poursuite de cette conversation.